Certains le savent peut-être, mais donc la collection du musée départemental Albert Kahn est une collection assez atypique qui est issue en fait de la volonté d'un homme, d'un banquier, philanthrope, qui en fait a fait fortune donc à la fin du 19e siècle et qui a eu pour particularité en fait de mettre à disposition sa fortune colossale à l'époque pour constituer un fonds d'archives documentaire, mais en images, ce qui était vraiment exceptionnel à l'époque, puisque la philanthropie passait généralement par d'autres canaux que celui de l'image. Et donc Albert Kahn, fasciné donc par les développements technologiques touchant justement à la production de l'image, décide donc de constituer ce qu'il appellera les archives de la planète. Donc un ambitieux projet de documenter le monde et la vie telle qu'elle était à son époque pour les générations futures. Alors tout ça dans une ambition pacifiste, c'est quelqu'un qui souhaite avant tout établir une paix universelle et éternelle sur le monde, donc c'était quelqu'un de très ambitieux en cela. Il a développé plusieurs fondations sur lesquelles je ne m'attarderai pas, puisque ici il s'agit vraiment de se concentrer sur la question parisienne. Mais pour ceci, en fait, il fait donc appel à, et c'est peut-être ce qui va résonner là ici avec nous, à un géographe qui s'appelle Jean Brune et qui sera le directeur scientifique des archives de la planète. Alors Jean Brune, ce qui est peut-être intéressant, c'est qu'il est très sensible à la question photographique et il va en fait être le premier géographe avec Emmanuel de Martonne et d'autres géographes à constituer un atlas photographique de la géographie, donc des reliefs, des formes terrestres, qui va être partiellement accompli puisqu'il n'en subsiste qu'un spécimen aujourd'hui, mais on voit la volonté en fait très avant-gardiste en fait de mêler donc la photographie à la question géographique et donc à l'enregistrement des paysages. Et donc c'est évidemment fort de cette sensibilité que Albert Kahn donc le sollicite pour donc diriger cette grande mission qui consiste à recenser un peu le monde dans toute sa diversité, mais aussi Paris, qui est donc aux portes de Boulogne, et non l'inverse pour nous, puisque donc Albert Kahn vit à Boulogne, actuellement Boulogne-Billancourt, Boulogne-sur-Seine à l'époque, et donc va envoyer très facilement, là pour le coup, des opérateurs, donc de l'autre côté, à l'époque des fortifications, pour recenser donc cette ville. Alors, je vais passer donc sur la moitié des collections qui sont des collections cinématographiques. On a plus d'une 50aine d'heures de films qui donc documentent la vie parisienne et les paysages donc parisiens, avec de très jolis panoramiques. Mais la particularité de nos collections, ce sont donc évidemment les autochromes. Donc ce sont ces plaques de verre photographiques qui ont la spécificité d'être les premières photographies en couleur naturelle de l'histoire de la photographie, et donc de l'histoire. Et donc cette couleur-là, qui a été inventée par les frères Lumière, eux encore, en fait, donc c'est un procédé assez complexe que je résumerai avec la teinte de fécule de pommes de terre enchâssée donc dans des plaques de verre, et qui restitue en fait toute la couleur naturelle du monde. Et ça, c'est quelque chose de cher, d'exceptionnel, mais que Albert Kahn va donc utiliser pour nous donner aujourd'hui, nous, les premières images en couleur donc, de la ville de Paris. Alors, l'ambition donc, de ce projet des archives de la planète, c'est, et ça résonne beaucoup avec ce qu'a dit Théo Miniver, c'est qu'en fait, il s'agit d'enregistrer le monde, un monde qui est en pleine mutation pour les générations futures, mais aussi donc d'enregistrer les particularités des villes, alors des pays quand il s'agit des archives de la planète, mais ici en fait de Paris. Et donc ils vont évidemment s'attarder énormément sur les monuments. Il va se constituer une forme d'inventaire monumental à travers donc plus de 5000 photographies constituées à partir de 1910. Alors, cet inventaire monumental, il passe évidemment par les monuments les plus connus. On le voit ici avec l'Opéra Garnier. Et on voit tout de suite aussi une forme de spécificité de l'autochrome, c'est-à-dire qu'à l'époque, là maintenant on est au début du XXe siècle, le temps de pose est nul, c'est-à-dire qu'on a la prise de vue instantanée en noir et blanc. Par contre, on fait un pas en arrière avec l'autochrome, qui est quand même assez complexe comme procédé, et donc le temps de pose, lui, est
est toujours assez long, ce qui fait que les opérateurs, pour ne pas voir des fantômes en fait passer comme ça sur l'image, vont profiter des moments les plus désertiques de la journée, donc très tôt le matin, ou profiter des canicules comme là c'est le cas, donc en plus c'est plutôt d'actualité, la canicule donc devant l'Opéra en 1920, pour avoir une vue dégagée, parce que l'objectif, et là on voit un peu le souci du géographe Jean Brune, c'est d'avoir une vue claire, limpide et très explicite. Voilà, il s'agit d'archiver, on est dans un projet qui est scientifique avant tout, même si on va le voir, les opérateurs d'Albert Kahn, qui sont une douzaine, en fait, vont se permettre quelques écarts plus esthétiques. Voilà. Donc on a pour nous des précieux témoignages évidemment avec notamment ici le palais du Trocadéro qui a aujourd'hui disparu, qui a été démantelé en 1937, mais on voit donc tout cet inventaire très emblématique à une heure où Albert Kahn et Jean Brune sont comme des patriotes et essaient de montrer comme une vue aussi assez positive, valorisante de la ville de Paris, avec les héritages notamment des expositions universelles, et notamment donc de l'exposition universelle de 1900 qui va être largement documentée dans notre fonds. Donc il y a aussi un enjeu qui répond à une forme de développement du tourisme. Là déjà, on est donc dans les premières années du XXe siècle, et donc on sait qu'il y a un souci presque internationaliste à travers ce fonds d'images. Voilà. Mais si on creuse un peu donc ce fonds d'archives qui est très peu documenté, je tiens à préciser, c'est un fonds qui mériterait là vraiment des études approfondies, puisqu'on a quand même 5000 plaques qui ne sont pas réellement comprises dans le sens où elles n'ont pas de note d'intention. Donc on déchiffre, on interprète et on devine. Et on arrive à former des grands corpus comme ça d'images, donc comme celui de la Seine. Alors la Seine, c'est évidemment un paysage urbain qui est mythique pour Jean Brune notamment, qui donc est un grand amoureux de la Seine, puisqu'il y voit une résonance historique et donc une profondeur comme ça de Lutèce. En fait, il cite souvent Lutèce dans ses ouvrages. Et on a aussi donc pour nous toute cette vue de Paris qui à l'époque grouillait d'un point de vue économique sur la Seine, avec donc ces péniches qui affrétaient des marchandises en plein cœur de Paris. Donc c'est des témoignages qui sont là encore précieux pour nous. Voilà. Mais je vous l'ai dit, il y a aussi donc une forme de tentation aussi de faire la belle image. Donc comme ici Auguste Léon qui photographie donc le quai des Orfèvres et qui pourrait s'apparenter à un tableau hollandais. Voilà, on est dans aussi une approche qui est sensible. Ce sont donc des opérateurs, puisqu'à l'époque on parle d'opérateurs comme un peu des ouvriers de l'image, mais en fait ce sont quand même des techniciens et presque des artistes en fait. Alors c'est des terminologies, c'est des concepts qui nous soucient peu, mais en fait ce sont comme des gens qui donc ont cette sensibilité là pour capter des moments dans Paris qui nous sont aujourd'hui assez séduisants. Et donc après, il y a un autre pan donc, de cet inventaire un peu du Paris éternel que les opérateurs vont dresser, c'est celui du vieux Paris. Puisque, on le sait, en fait, il y a un certain nombre de responsables de la commission du Vieux Paris qui viennent rendre visite Albert Kahn et sa société autour du monde, qui était une de ses fondations, à Boulogne. Et on sait la préoccupation d'Albert Kahn et de Jean Brune pour recenser, enregistrer ce monde en voie de disparition. Donc pour eux, évidemment, les arènes de Lutèce ici, qui ont été largement sauvegardées aussi par l'effort de Louis Capitan, qui était donc venu à la société autour du monde, sont enregistrés, mais un nombre très important de rues et des lieux qui ont aujourd'hui disparu, comme la Cour du Dragon dans le 6e arrondissement, qui accolait la rue de Rennes, et qui donc sont des lieux un peu emblématiques comme ça du Vieux Paris, et qu'on retrouve chez Eugène Atget, qui est donc évidemment un photographe avec lequel il y a des correspondances. Alors nous, on va dire qu'on va se glorifier d'avoir la couleur, mais évidemment, on n'a pas la renommée d'Eugène Atget, même si la démarche est toujours un peu différente. Il y a beaucoup Alors, chez Eugène Atget, il travaille pour la commission du Vieux Paris, donc il y a aussi là une visée qui est très technique, des fois avec des plans très rapprochés sur des poignées de porte, sur des enjeux qui sont plus techniques, on va dire. Pour nous, ce sont des opérateurs qui se baladent dans Paris, qui n'ont pas de consignes précises, exactes, ça on commence à le comprendre, mais qui s'arrêtent devant donc, quand même les lieux les plus emblématiques et qui les photographient.
Voilà, alors donc ici on a la première image en fait de notre fond Paris en fait qui date de 1910, enregistré par Auguste Léon et qui montre en fait que quand même à la base les Archives de la planète c'est de prendre donc la ville de Paris dans son aspect minéral, architectural, mais c'était aussi d'enregistrer l'activité humaine. Alors ça, évidemment, le cinéma le fait beaucoup mieux. C'est pour ça que je vous dis, la moitié de nos collections, ce sont des films. Et donc là, on a vraiment toute cette vie qui déborde hein, dans nos films et qui est beaucoup moins présente dans nos autochromes. Mais il y avait quand même aussi cette tentation, avec, je vous l'ai dit, cette difficulté du temps de pause hein, qui pouvait aller jusqu'à 30 secondes, mais ce qui est quand même déjà beaucoup, voilà, selon la sensibilité de la lumière, évidemment. Voilà. Et donc là, on a cette vue de la rue Saint-Honoré qui, un peu symboliquement, je la mets en transition parce qu'elle est en train d'être goudronnée, donc on passe là du pavé au goudron ou de la terre battue au goudron. Mais en fait, il y a cette préoccupation donc d'un Paris qui va être en pleine mutation dans ces années 1910-1920 et qu'Albert Kahn et Jean Brune, évidemment, vont photographier, vont demander à photographier. Et c'est donc le cas donc de l'achèvement des grands travaux haussmanniens qu'on a vus avec Marville, avec Théo Ménivard, et qui en fait vont être prolongés ici. Et ça, c'est une préoccupation très importante chez Albert Kahn, c'est quand même d'avoir toujours une perspective vers l'avenir et d'encourager aussi toutes les démarches qui donc faciliteront la vie humaine. Et ici, on a donc un grand nombre de vues qui vont recenser ces grands travaux. Voilà. On a ce souci de montrer, là par exemple, les travaux donc, de la gare de l'Est, donc en 1930-1931, qui va s'agrandir, hein, qui va doubler de taille, et qui souligne en fait l'intérêt aussi pour tout ce qui concerne les voies de circulation, parce que Paris en fait est engorgé. On a aussi des habitants qui traditionnellement travaillé près de leur lieu de vie, mais qui vont de plus en plus utiliser les moyens de transport qui se développent, hein, avec le tramway, avec le métro évidemment à partir de 1900, le bus, enfin de l'hippomobile puis l'automobile, et on a une explosion de l'automobile. Donc dans ces années-là, en fait, on passe vraiment de quelques centaines de voitures dans les toutes premières années du XXe siècle à plusieurs centaines de milliers de voitures pour une ville. Donc comme je vous l'ai dit, qu'il y a cette nécessité de se moderniser face aux capitales concurrentes. On va dire à l'époque on avait une vision très patriotique et un peu belliqueuse des choses, mais en tout cas on le ressent dans les écrits aussi, la très patriotique de Jean Brune par rapport à Londres, Berlin, etc. Et donc on a aussi ce souci, donc toujours dans cette optique de la modernité et donc du progrès, parce que Albert Kahn est un grand progressiste, c'est donc de favoriser également, alors on est là dans l'ambiguïté en fait, parce que je vous ai dit qu'on prenait des vues du vieux Paris, et qui sont emblématiques hein, de cette mémoire parisienne, mais on a aussi cette nécessité de détruire des quartiers qui sont insalubres. Et on est donc à une période où les îlots insalubres de Paris sont tout à fait documentés. On a donc un casier sanitaire de la ville de Paris qui recense toutes les problématiques liées à la tuberculose notamment. Et donc des quartiers et des immeubles entiers vont être détruits pour laisser passer la lumière, l'air, et pour combattre la maladie. Voilà. Et donc, dans cette optique, il y a une question qui, là, rejoint vraiment la question du paysage et des limites de Paris. On est déjà dans la question du Grand Paris, puisque en 1919 est lancé un concours donc, pour décloisonner Paris de ses fortifications. Donc, on voit là les fortifications qui ont été érigées par Adolphe Thiers, en 1840 et qui en fait sont avérés totalement inefficaces avec le développement des moyens militaires et notamment pendant la Première Guerre mondiale on s'est rendu compte que ces fortifications n'avaient aucun intérêt militaire et donc il va y avoir un grand projet donc, de destruction de ces fortifications pour faire respirer Paris. Voilà. Donc c'est assez drôle quand on pense aujourd'hui au destin de ce qui est aujourd'hui le périphérique, mais en réalité, il y avait déjà cette volonté donc, de décloisonner Paris et de justement, comme Berlin, Londres, de rendre la capitale beaucoup plus grande et d'ouvrir de nouvelles perspectives en Île-de-France. Et donc, les opérateurs d'Albert Kahn sont très mobilisés sur ce sujet et vont recenser donc l'état avant, pendant et après de ces fortifications.
qui donc vont être démolis et donc qui vont laisser place à, et là on rejoint la préoccupation hygiéniste du mécène, qui est vont laisser place en fait à des HLM, des HBM, qui vont permettre aux ouvriers et aux populations, alors pas forcément les plus démunies, mais parce que celles-ci vivaient d'ailleurs à proximité donc des fortifications dans ce qu'on appelle la zone. Et donc dans cette zone, en fait, il y avait énormément de personnes qui vivaient dans des conditions très précaires. Et bon, ce ne sont pas forcément elles qui ont été relogées ensuite, mais en tout cas, il y a cette préoccupation, voilà, de progrès social qui est attestée ici par nos images. Voilà. Et donc voilà, je vous disais, donc il y a tout un fond chez nous d'images qui montrent en fait ces HBM en construction. Et il va également avoir un fond chez nous, donc un fond dans le fond, de vue sur la cité universitaire qui résonne là aussi avec les ambitions philanthropiques et pacifistes d'Albert Kahn, puisque la cité universitaire, elle consiste quand même à réunir des étudiants du monde entier, de leur offrir des belles conditions de vie. Et donc cette cité universitaire, elle va se construire là où se trouvaient les fortifications donc, avant au sud de Paris, qui est directement reliée à la Sorbonne. En fait, c'est pour ça qu'on avait construit donc, la cité universitaire dans l'axe qui est aujourd'hui l'axe de la ligne 4 ou du RER B. Alors, il y a une autre préoccupation qui est, elle, plus mystérieuse dans notre fond, qui mériterait là encore aussi des études, qui est celle des maisons closes. On a toute une série, en fait, de vues sur les maisons closes de Paris. Alors, peut-être que si je ne vous avais pas dit là d'emblée que c'était une maison close, vous ne l'auriez pas deviné, mais il s'agit bel et bien, en fait, d'un établissement, alors là, en plus, il y a des niveaux différents, on va dire, de maisons closes, mais ici, c'est un établissement plutôt d'abattage, hein, donc c'est quand même une préoccupation qui n'est pas forcément vue d'un bon œil par Albert Kahn, mais qu'on peut reconnaître avec les jeux de faïence au sol ou avec la multiplication des numéros qui apparaît ici 4 fois sur la façade pour bien dire qu'ici, attention, c'est une maison close. Voilà. Alors, vous le voyez, en fait, c'est un fond, donc ce fond Paris, qui est difficile à interpréter parce qu'il n'est pas homogène, en fait. Il va quand même traverser plus de 20 ans dans l'histoire. Au gré des événements, moi je ne vous ai pas montré aussi tout le fond qui consiste davantage à recenser et à enregistrer les événements, donc des salons qui se déroulaient au Grand Palais, la Première Guerre mondiale, évidemment la protection des monuments historiques, etc. pendant la Première Guerre mondiale. Mais là, on le voit quand même avec l'exposition universelle donc de 1937. Alors, paradoxalement, Albert Kahn, lui, n'est plus directeur, enfin n'est plus pilote en fait des archives de la planète à cette date-là, puisqu'Albert Kahn va faire faillite en 1929, à partir de 1929, et en 1931, donc il n'aura vraiment plus d'argent et les archives de la planète vont être rachetées par le département de la Seine. Voilà. Et destin un peu tragique, et c'est un peu ce qui illustre aussi cette image, c'est que cette exposition universelle internationale de 1937, elle est connue pour avoir accueilli et hébergé le pavillon donc nazi, soviétique, et Albert Kahn va mourir en 1940 sans voir l'issue en fait de cette Seconde Guerre mondiale. Et lui, en plus, qui était né Abraham Kahn, hein, qui est donc à des origines juives, donc on peut dire ne verra pas la continuité, l'aboutissement de son projet, puisque des opérateurs donc vont continuer ce travail après sa mort, sous un autre format d'image qui est le film color, mais qui consiste toujours à documenter Paris en couleur, et surtout en fait la préservation de ces collections, parce que autant ces archives personnelles ont quasiment toutes disparu, autant ces plaques nous sont toutes restées donc dans leur intégrité. Donc ça, c'est quand même une chance inouïe. Et donc, peut-être que moi je terminerai avec des questionnements, et puis peut-être qu'on pourra les prolonger plus tard, mais disons qu'il y a des images en fait qui nous sont données comme ça à voir. Alors, quand il y en a 5000 et même 72 000, parce que notre fonds contient 72 000 plaques, c'est vrai qu'on a cette tentation de les regarder assez vite, et on se fie aussi à la légende de l'opérateur qui, dans toutes circonstances, en Chine, en Afrique ou à Paris, donc mettait consciencieusement une légende avec la photographie prise. Et là, on a ici, par exemple, la maison de Balzac, donc rue Le Monde, dans le 5e arrondissement à Paris. Alors là, moi, en regardant le fond, je me suis dit, ça c'est bizarre, parce que je ne pensais pas que Balzac avait vécu dans le 5e arrondissement. Mais en fait, il s'agit en fait de... Et là, on voit la limite de l'opérateur et la limite de cette démarche scientifique. L'opérateur, en fait, a confondu avec la maison du père Goriot, en fait, la résidence du père Goriot dans le roman éponyme. Donc, en fait, on voit aussi
qu'on a un fonds qui a été constitué par des personnes, des opérateurs qui n'ont pas non plus la connaissance scientifique nécessaire pour dresser un inventaire parfait. Et d'ailleurs, notre fonds est imparfait, c'est-à-dire qu'il y a toute une série de monuments qui n'existent pas non plus dans les archives de la planète. Et on voit, en fait, on devine les goûts d'Albert Kahn, de Jean Brune surtout, qui déteste l'architecture haussmannienne, par exemple, donc il ne va pas s'attarder vraiment là-dessus. Voilà. Et on peut s'interroger, voilà, à chaque fois, sur chaque prise de vue, on pourra s'interroger, donc là, 70 ans, 100 ans plus tard, sur l'intention derrière la prise de vue, parce qu'il y en a toujours une en fait. Et ici, par exemple, à la Grappe d'Or, donc c'est une image pittoresque, pour nous, elle est pittoresque. Alors qu'en réalité, c'est une dénonciation d'un établissement, d'un débit de boisson. Et ça, on le devine en lisant aussi tous les autres documents qu'on pourrait avoir ou en creusant. Et donc c'est pour ça qu'on a un fonds, en tout cas, qui invite tous les chercheurs, en tout cas, à se pencher sur, voilà, sur ces images. Voilà.